bazozwa biso net banyama, bazozwa biso net basoso, bazozwa biso net babato sans valeur. Congo. Nous allons continuer à suivre Léopold II, le carnage au Congo. Et ce carnage continue, ça continue au XXIe siècle. La communauté internationale qui se disent démocrates. Comment des gens qui habitaient à l'époque dans des grottes peuvent être des démocrates? Comment des gens qui habitaient dans des grottes peuvent dire qu'ils sont venus civiliser le peuple noir? Pendant ce temps, le peuple noir était le premier être créé par Dieu. Et nos rois à l'époque et nos reines, ils avaient des beaux vêtements. Ils ne s'habillaient pas avec des vêtements des animaux. Non! Mais les gens qui habitaient dans les grottes en Europe, ils s'habillaient avec des peaux d'animaux qu'ils mettaient sur eux. Peuple Congo, peuple Congo, peuple Bantou, Boma Bakolabo, Boma Ba occupant, multinational, Bazaba petit arrière-petit-fils, il y a Hitler. Oui. Oh, caoutchouc tangu nyonso. Nyonso, caoutchouc to mwana tu passe mpenza. Dans chaque unité, des soldats sont désignés pour fumer les mains afin de mieux les conserver. Ces dernières sont ensuite apportées aux officiers pour qu'ils constatent que les cartouches ont bien servi à tuer. Le 14 décembre 1895, M. Cheublom, Mme Banks et moi-même avons aperçu un garde avec un panier rempli de mains fumées. Nous avons demandé au garde de nous montrer combien il en avait. Il les a sortis du panier et les a alignés sur le sol. Il y avait là 18 mains droites d'hommes, de femmes et d'enfants. Le garde a voulu battre la femme qui portait le panier pour lui, car il prétendait qu'il y avait 19 mains et qu'elle en avait égaré une. Se peut-il que le roi des Belges ne soit pas au courant des pratiques barbares de ses serviteurs? Une lettre confidentielle transmise par un officier de la cour au chef de l'exécutif de l'État indépendant du Congo révèle que Léopold est profondément irrité de se voir critiqué pour les cruautés perpétrées au Congo. Mais le roi poursuit en écrivant « Je sais que des atrocités se commettent au Congo. Il est inutile d'essayer de nier. » On a tout lieu de penser qu'il était au courant. Peut-être pas de tous les détails, mais il savait que le système mis en place pour exploiter le caoutchouc avait d'horribles conséquences. Alors Léopold considérait-il cela comme horrible? Sans doute pas. Il devait se dire que c'était le prix à payer pour le développement économique. Il ne s'en souciait guère. Ce qui comptait pour lui, c'était les bénéfices qu'il en tirait. Les hommes blancs sont arrivés avec les soldats afin de nous faire la guerre. J'ai fui avec mon petit garçon sur les épaules. Une balle a sifflé à mes oreilles. Elle ne m'a pas touché, mais je suis tombé par terre. Je me suis relevé et j'ai laissé l'enfant afin de courir plus vite. Lorsque je suis revenu, il était dans les bras de mon frère. On lui avait coupé une main et un pied. J'ai pris soin de lui. Voilà. Vous avez entendu? Et regardez, en Belgique, statué avec les mains des Congolais. Vous voyez? Non. Le caoutchouc du Congo est livré dans le port d'Anvers. Et le caoutchouc du Congo, c'est ce qui sert à Michelin d'avoir des voitures de course. Viens! Hein?
Michelin, voiture de course. Ici, moi je suis quelqu'un. L'homme blanc, on va s'occuper de l'homme blanc. Ils ont fait éperdument du mal dans nos terres, Congo. Oh, chez moi, aux poules. Ils ont donné le pouvoir à Sassou. 8% de couper les têtes des Congolais du pot. Oui. Ils ont fait des crimes abominables. Ces chiens de merde. Mais la vengeance se fera. Un esprit de guerrier bantou que j'ai. Je ne me laisserai jamais faire. Multinationales, écoutez-moi bien. Ce que vous avez fait au peuple Congo, vous allez le payer. Ce que vous avez fait au peuple gabonais, vous allez le payer. Ce que vous avez fait au peuple de la Côte d'Ivoire, vous allez le payer. Ce que vous avez fait au peuple du Cameroun, vous allez le payer. Ce que vous avez fait au peuple centrafricain, vous allez le payer. Car vous avez abusé des enfants sexuellement. La pédophilie. En Centrafrique. Multinationale de merde. 666. Chiffre de la bête. Car vous êtes des démons. Vous êtes les disciples de Satan. Vous les blancs barbares. Vous les blancs politicos. Oui, politiques. Oui. Vous les francs-maçons. Vous êtes des démons. Vous les francs-maçons. Oui. Et on va finir avec les francs-maçons en Afrique. Parce que l'Afrique doit se libérer. Libérer de cette secte. Et libérer de la secte des Illuminati de merde. Oui. Et je me porte garant. Nous allons le faire. Les enfoirés de merde. Vous avez pris notre continent, l'Afrique, comme un terrain de football. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu avec le peuple africain. Le peuple africain va se défendre en Afrique. Mais pour qui vous vous prenez? Les enfoirés de merde. Selon la légende, la ville tire son nom d'un géant dont la main droite fut coupée et jetée dans l'Escaut par un soldat romain. À Anvers, on fait rarement le rapprochement entre le symbole de la ville et les mains coupées au Congo. Comme si les crimes dans ce pays étaient oubliés, ou pire, n'avaient jamais existé. Rien ne l'exprime mieux qu'un adage des gens de l'Équateur. Beto fait voler Iwo, le caoutchouc et la mort. En 1920, le Congo compte 10 millions d'habitants. Par rapport à 1880, c'est 2 fois moins. Donc en 40 ans, le pays a perdu 10 millions de personnes globalement. Mais dans certaines localités, les pertes s'élèvent à 60, 70, 90%. Donc le caoutchouc a été la catastrophe. Jamais les peuples du Congo n'avaient connu un désastre pareil.
un grand nombre d'atrocités sont commises dans la province de l'Équateur. Léopold II a divisé le Congo en districts. Chacun est sous l'autorité d'un commissaire, le plus souvent recruté et payé par l'armée belge. L'Équateur est sous l'autorité d'un officiel considéré comme un des personnages les plus infâmes de l'État indépendant du Congo. Léon Fiévé excelle à user de violence pour augmenter l'exportation du caoutchouc. Il récoltait d'énormes quantités de caoutchouc, au rythme d'1 tonne par jour, dit-on. Des rapports sur le Congo affirment qu'il a fait mutiler plus de 1000 indigènes. On rapporte aussi qu'il se vantait de ses actes de cruauté. Les conséquences de cette violence sont toujours visibles aujourd'hui, car des milliers d'indigènes ont fui le district et n'y sont jamais revenus. En 1896, le baron Théophile Waïs, gouverneur général... On va revenir. Donc vous voyez ce qui s'est passé à l'époque de Léopold II. Hein? Croyez-vous qu'il y a une différence avec le 21e siècle que nous vivons? Mais c'est la même chose. Les morts qu'ils sont en train de faire en RDC, de commettre, les viols, car la femme et les enfants sont devenus des armes de guerre. Non. Nous avons affaire à des barbares. Ces barbares ont décimé immensément le peuple Congo. Il est temps que nous puissions nous occuper de ces barbares. Des gens sans valeur. Des gens sans cœur. Mais qui ont exterminé le peuple noir. Et ils se sont dit qu'ils ont l'autorité de le faire. Ça fait mal. Le général du Congo fait une visite officielle dans le district de l'Équateur et le qualifie de pays des horreurs. Léon Fiévé ne ressent pas le moindre remords de son impitoyable violence. Il sait pertinemment que la seule raison d'être de l'État indépendant du Congo est de rapporter de l'argent avec le commerce du caoutchouc. Pour Léopold II, Fiévé est l'employé parfait. Il est dévoué, efficace et ingénieux. Je réunis les chefs des villages voisins et leur ordonne de me rapporter un certain nombre de chikwang, du poisson, etc. Au jour convenu, pas de chikwang. Devant cette mauvaise volonté manifeste, je leur fais la guerre. Un exemple suffit, 100 têtes tranchées, et depuis lors les vivres abondent dans la station. Mon but est en somme humanitaire. Je supprime 100 existences, mais cela permet à 500 autres de vivre. Le seul souci de Léopold est de maintenir le rythme de production du caoutchouc. Mais pour que les Congolais travaillent dur, il faut que les agents du roi travaillent dur aussi. Un courrier confidentiel parvient au gouverneur général. Léopold transmet sa cupidité à ses agents. L'État décide de leur verser une gratification pour stimuler leur zèle. Tous les agents du commissaire de district pour 100 grades touchaient les primes. Plus il y avait de caoutchouc, plus la prime augmentait. Et comme ces agents voyaient qu'ils pouvaient tuer, incendier, voler et commettre des actes sadiques en toute impunité, tous les moyens étaient permis. Le système mis en place est le socle même de toutes les horreurs, j'en suis convaincu. La vie des indigènes n'a aucune valeur aux yeux des Belges. Pas étonnant que les autorités soient détestées. Elles parlent de philanthropie et de civilisation. Où donc?
L'État n'a pas supprimé l'esclavage, il a uniquement instauré un monopole en expulsant la concurrence arabe. Ce n'est pas un procédé raisonnable pour coloniser le pays, c'est de la pure persécution. Si les Arabes avaient été les maîtres, on les accuserait de trafic inique de chair humaine. Mais sous l'administration de l'État indépendant du Congo, il s'agit simplement d'une étape vers l'émancipation des indigènes. Charles Stokes, un marchand britannique travaillant pour les Allemands, est à l'origine du premier problème politique sérieux du roi. Léopold protège jalousement son commerce exclusif au Congo, en totale contradiction avec les accords signés par les puissances européennes à Berlin. Le roi donne l'ordre de défendre sans concession le monopole. Stokes est arrêté pour commerce illégal dans l'État indépendant du Congo et condamné à mort par Hubert Lothaire, un officier tristement célèbre. Les habitants de la rivière Lulanga le surnomment Lofembe. Il y a 4 ans, il est arrivé avec une troupe de soldats noirs et a installé son camp. Il a envoyé chercher le missionnaire afin qu'il use de son influence pour faire revenir les indigènes. Croyant avoir affaire à un officier d'honneur, le missionnaire a persuadé les indigènes de venir à la station. Dès qu'ils sont arrivés, Lothaire et ses hommes ont ouvert le feu sur eux. La pendaison du marchand européen est une erreur politique. Jusque-là, les victimes dans l'État indépendant du Congo étaient toutes africaines. L'indignation en Grande-Bretagne et en Allemagne est immense. Le roi est contraint de verser un dédommagement aux 2 pays. Désormais, les puissances européennes surveillent particulièrement Léopold. Leur seul désir est d'extraire un trésor des entrailles de la terre, avec des intentions aussi peu morales que celles de cambrioleurs fracturant un coffre. Léopold se voit contraint d'ouvrir le Congo au commerce international, comme convenu avec les puissances européennes à Berlin. Sa parade est néanmoins déjà prête. Il ouvre de nouvelles concessions pour l'exploitation du caoutchouc. Il proclame que le Congo s'ouvre à la concurrence. Mais il impose ses hommes au conseil d'administration des nouvelles entreprises et exige 50% des bénéfices. Une concession à Bazankusu est cédée à la société Abir, Anglo-Belgian Indian Rubber Company. Ici, le caoutchouc est séché avant d'être envoyé par bateau à Anvers. Les compagnies concessionnaires se montrent ingénieuses pour maximiser les profits. Les nouvelles sociétés de Léopold prennent en otage les épouses des récolteurs de caoutchouc. Pour qu'elles soient libérées, ils doivent fournir les quotas fixés. Les autorités et le roi en personne sont parfaitement au courant du système des otages mis en place par les sociétés concessionnaires. Sur un document à l'entête de la société concessionnaire, on note le nom des otages, leur provenance, le temps de leur détention et leur état de santé. La procédure est institutionnalisée. Les agents des sociétés reçoivent une licence officielle les autorisant à prendre les femmes en otage comme bon leur semble. Les femmes prises à la dernière palabre d'Encuetra me donnent du fil à retordre. Tous les soldats voudraient en avoir une. Les sentinelles chargées de la surveillance des chaînes libèrent les plus jolies et les violent. Un missionnaire demande à un chef de village combien de femmes ont été prises en otage. Il lui répond « Comptez les grains de sable, homme blanc. » Vous avez entendu? À l'époque de Léopold II pour le caoutchouc,
Ils ont violenté les femmes sexuellement, comme arme de guerre. Mais ça n'a pas changé. C'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui, au Congo RDC. Là, le frère écrit, c'est une même famille qui tue de l'Afrique. Ils sont capitalistes et libéraux. Aux mœurs barbares. Oui, c'est la vérité. Nous allons suivre un peu là. Et après, nous partirons à autre chose. Parfaitement au courant du système des otages mis en place par les sociétés concessionnaires. Sur un document à l'entête de la société concessionnaire, on note le nom des otages, leur provenance, le temps de leur détention et leur état de santé. La procédure est institutionnalisée. Les agents des sociétés reçoivent une licence officielle les autorisant à prendre les femmes en otage comme bon leur semble. Les femmes prises à la dernière palabre d'Enkoetra me donnent du fil à retordre. Tous les soldats voudraient en avoir une. Les sentinelles chargées de la surveillance des chaînes libèrent les plus jolies et les violent. Un missionnaire demande à un chef de village combien de femmes ont été prises en otage. Il lui répond, comptez les grains de sable, homme blanc. Donc toi, le moindre. Le moment de vérité dans l'État indépendant du Congo de Léopold II a lieu tous les 15 jours, lors de la remise du caoutchouc. L'État parle de récolte et de commerce du caoutchouc, mais la réalité est tout autre. Pour les récolteurs, c'est le jour où ils revoient leur épouse, ou bien reçoivent un châtiment à l'issue parfois mortelle, quand ils n'ont pas atteint les quotas fixés. Pour les agents, c'est le jour du calcul de leur commission. Et pour le roi, c'est la confirmation que ces nouvelles sociétés concessionnaires sont efficaces et lui rapportent encore plus de richesses. En 6 ans, les profits nets s'élèvent à 720 000 livres pour un capital souscrit de 9 300 livres environ. Et l'action achetée 4 livres rapporte 335 livres. Mais le roi a un appétit d'ogre, insatiable. Il veut toujours plus. En fait, si le roi devient riche, la Belgique aussi devient riche. Donc ce que Léopold II transmet à la Belgique, ce n'est pas seulement le Congo, c'est aussi le système des compagnies concessionnaires, avec toute leur force de corruption et aussi avec tous les abus qui leur sont associés. La mainmise de Léopold II sur le commerce du caoutchouc dure 10 ans, jusqu'à ce que les plantations d'Asie et d'Amérique du Sud se posent en sérieuses concurrentes. Tous les bénéfices ont été rapatriés en Belgique. Seules des spéculations permettent de supputer la part que représente ce pactole dans le patrimoine de la famille royale belge aujourd'hui. Léopold a dit un jour à propos du Congo, « Ce que je fais là-bas est un devoir chrétien envers les pauvres Africains. Je ne souhaite pas récupérer le moindre franc de tout l'argent que j'ai dépensé. » Au début du XXe siècle, le roi voit pour la première fois son régime en Afrique sérieusement remis en cause par une revue londonienne. En 1900, paraît dans The Speaker une série d'articles qui constituent un événement. L'auteur, visiblement très bien informé, avance des faits, des certitudes, pas des insinuations. Le coup est très bien joué parce que les articles sont anonymes, ce qui suscite une curiosité générale. Qui est l'auteur? Que veut-il?
L'auteur de ces articles, c'est Edmund Dean Morel. Edmund Dean Morel est un de ces héros oubliés par la grande histoire. De simple expéditionnaire, il devient le plus farouche adversaire de Léopold II. Son arbre généalogique n'est certes pas aussi prestigieux que celui du roi, mais Morel surpasse ce dernier par ses qualités morales. Il travaille pour une compagnie de navigation de Liverpool qui transporte le caoutchouc de Léopold. Devenu journaliste, il s'impose comme le spécialiste des affaires ouest et centrafricaines. Comme il travaillait dans le commerce avec l'Afrique de l'Ouest, il était au courant de toutes les nouvelles de cette région. C'est ainsi qu'il est devenu spécialiste des questions d'Afrique centrale et de l'Ouest. Une fois devenu chef expéditionnaire du commerce avec le Congo, il faisait la navette entre Anvers et Liverpool, car Anvers accueillait la plus grande partie du caoutchouc congolais. Dans les docks anversois, Morel découvre peu à peu la vérité sur le Congo de Léopold. Comme il l'écrit, il a l'impression d'être tombé sur une société secrète d'assassins. Morel est un expert du commerce colonial. Il est le premier à travailler sur les documents officiels de l'État indépendant du Congo et à faire parler ses propres statistiques. Avec lui, la protestation morale contre Léopold II cède la place à l'analyse du système, et une analyse implacable. Puisque l'argent n'entre pas au Congo comme investissement ou comme salaire, une seule chose peut expliquer les quantités de caoutchouc et d'ivoire qui augmentent. Cette chose, le cœur du système léopoldien, c'est le travail forcé. Morel démissionne de la société de navigation et part s'installer à Hawarden, au pays de Galles, d'où il lance une campagne personnelle contre le roi. En 6 mois, il envoie 15 000 brochures et 3 700 lettres. Au bout d'1 an, Morel édite son propre journal, West African Mail. À présent, il peut diffuser son message à un public encore plus nombreux. Dans ses bureaux de Liverpool, Morel réunit tous les récits qu'il parvient à récolter sur le Congo. Il tente même d'obtenir la collaboration des missionnaires. Mais dès la première vague de critiques à l'encontre de Léopold, les missionnaires s'enferment dans le silence. Ils détenaient les preuves. Ils connaissaient les détails, les récits qui pouvaient marquer l'imagination populaire. Ils auraient permis de faire décoller la campagne. Mais égoïstement, leur congrégation voulait étouffer cela afin de ne pas offenser Léopold. Ils redoutaient, en critiquant le roi, d'être expulsés du Congo, ce qui les aurait empêchés d'atteindre leur objectif premier, qui était de convertir un maximum de Noirs. Ils avaient une vision mécaniste de leur mission. Une âme convertie annonçait la suivante, si vous voulez. Et si ces âmes converties étaient mutilées ou assassinées, eh bien tant pis, au moins mouraient-elles en chrétiennes. Alors, qu'importe. Morel persuade néanmoins quelques missionnaires d'écrire des articles pour son journal West African Mail. Charles Banks, du district de l'Équateur, est un des premiers à accepter. Selon un rapport, des soldats de l'État ont pris d'assaut le village de Bandakawajiko, car le caoutchouc fourni n'était pas d'excellente qualité. Dans une case gisait un de mes anciens élèves, un garçon très prometteur. J'ai soulevé les feuilles qui le couvraient et j'ai vu qu'on lui avait coupé la main droite. J'ai sillonné le village. Les habitants enterraient leurs morts. J'ai compté plus de 20 cadavres et nouvelles tombes. La main droite de tous les corps avait été coupée. Morel recherche l'efficacité. Pour réussir, il a besoin de tout le monde, de toutes les forces morales, spirituelles, matérielles. Alors, peu importe ses propres convictions religieuses, il a besoin des missionnaires, il les gagne à sa cause. Peu importe ses idées sociales, il a besoin des hommes d'affaires, il les rallie à lui. En réunissant tout ce monde autour de lui, il se révèle un très habile tacticien politique. Morel peut compter sur un nouvel allié à 11 000 km de chez lui.
Un flot de dépêches parvient au ministère des Affaires étrangères à Londres. Le gouvernement britannique a envoyé un consul dans l'État indépendant du Congo. Le consul est profondément outré. Le capitaine Van Kerkhoven m'a raconté qu'il gratifiait ses soldats indigènes de 5 barrettes de laiton pour chaque tête coupée au cours des opérations militaires. Le consul Roger Casement a 20 ans d'expérience en Afrique noire. Roger Casement est un personnage très romantique. Il a un petit côté Laurence d'Arabie. C'est quelqu'un qui était en avance d'une génération, voire de deux sur son époque pour ce qui est de l'attitude envers les Africains. Il disait qu'il aimait les Africains, il appréciait leur compagnie, il voulait être leur ami. Et les Africains l'aimaient aussi. Il traitait les Africains avec une gentillesse et une considération tout à fait inhabituelles pour l'époque. En 1903, Roger Casement passe 2 mois dans le Haut-Congo. La campagne de Morel a contraint le gouvernement britannique à lancer une enquête officielle. Roger Casement questionne les Africains et enregistre leurs témoignages. Mondele azalaki koloba na basoda baye. Bozali koboma kaka basi kasi mibali te. Bolakisa te bozali koboma pe mibali. Tango bazalaki kobete biso masasi, bazalaki kokata nzoto ya biso mibali po ya komemele mondele. Ungambo ya ye azalaki koloba ya solo bomi mibali. Comme Morel avant lui, Roger Casement se rend compte que les missionnaires constituent les témoins clés. Il entend les persuader de dénoncer publiquement tout ce qu'ils savent. Il se rend dans le village d'Ikoko, sur le lac Tomba, où réside le missionnaire Joseph Clark. mokonto sepeli ndenge toye kokutana na mboka ya Ikoko. Topesi mbote koyamba biso na kati ya mboka malamu, tokotungisa bino mingi te, toza kaka koleka, toza bapaya. Tokende tozolanda yo. Les Africains surnomment Joseph Clark PB. Il a vécu plus de 20 ans au Congo. Joseph Clark et son épouse fournissent les preuves des atrocités commises par l'État. Roger Casement séjourne 17 jours auprès du couple. Oyo ezaki mire ya ebali longwa tikuna osusu pe nganga longwa oyo esika Monsieur Clark avandaki awo tango wana kauchu kilo jaune mais soki okokisi te bakolinga to bakati ya maboko. Mokolo mosusu babomaka ndeko na ngai ya mwasi pe bakataka ye moto, maboko na makolo mpo alataki pauni. Kombo ya ye Mobe. Aujourd'hui, les habitants d'Ikoko utilisent toujours l'école et l'église que Joseph Clark leur a construite il y a 100 ans. Koko Clark ayaki olakisa biso makambo ya bien oyo mpe ti biso basivilise
Sur la rive du lac Tumba, Casemans enregistre l'histoire d'un garçon qui a eu les 2 mains coupées par des soldats sous le regard indifférent d'un officier blanc surnommé Ikantakoy, patte de léopard. L'homme blanc dénommé Ikantakoy se tenait non loin et voyait ce que les soldats faisaient. Cet Ikantakoy buvait du vin de palmier pendant que les soldats arrachaient les mains du garçon à coups de crosse contre un arbre. Le garçon s'appelle Molla. Morel publie sa photo dans le West of